de ce mardi va être consacré à une particularité. On a célébré le 3 mai 2019 dernier la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée où les hommes et femmes de médias, tous bords confondus, se sont livrés à des exercices qui leur ont permis de pouvoir revendiquer leur quotidien, leurs conditions de travail, mais également leur environnement professionnel qui n'est toujours pas au goût de l'actualité, même au goût de ce qu'ils auraient espéré comparativement à ce qu'on observe dans d'autres pays ici du monde entier. Et pour cette autre édition de Tout au clair, nous avons invité des hommes de médias pour essayer de discuter de cette problématique en notre compagnie et également en votre compagnie. Nous avons accusé quelques minutes de retard que nous allons rattraper, bien évidemment, si vous le permettez bien, chers téléspectateurs. C'est une journée également consacrée donc à ces journalistes, puisque nous célébrons la journée de la liberté de la presse. Vous le savez, ce sont des journalistes qui sont à l'honneur. Ils peuvent se permettre quelques écarts, mais tenez-vous tranquille, ils peuvent également continuer à exercer comme il est de tradition. Le journaliste, c'est le faiseur de l'histoire. Et ce soir, on va vous raconter l'histoire de la presse dans notre pays, le Cameroun, mais également l'histoire de la presse sur la scène nationale et internationale. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à Tout au clair. Dans quelques instants, la présentation du panel. Nous revenons sur Tout au clair ce soir. Malgré quelques problèmes techniques, on va finir par tenir le bon bout de cette émission ce soir sur la télévision du monde. Tout au clair, vous le savez, c'est un échange interactif. C'est également des invités, mais surtout votre interactivité à la maison, chers téléspectateurs. Vous pourrez donc tout à l'heure, pendant l'échange, le débat, nous envoyer vos contributions à travers le 699 57 30 26. 699 57 30 26. C'est le code d'accès à ce programme Tout au clair. Et vous pourrez donc nous faire vivre votre réalité de ce que c'est la liberté de la presse au Cameroun et justement, mythe ou réalité au pays de Paul Biya. Comment comprendre cette liberté de la presse avec nos invités? Nous allons essayer de faire le tour de la question. Alors, parmi les invités ce soir, il est auteur, producteur, journaliste et contractuel. Il a accepté d'être avec nous ce soir et c'est une première dans le cas de Tout au clair. Franck-Henri Guet, bonsoir. 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 Frédéric, bonsoir. Je suis très ému d'être là parce que je connais quand même la maison. Et ça faisait un bout de temps que je n'étais pas là. Donc je suis content de retrouver ce public, de retrouver ce plateau. Et vous-même également. Henri-Franck Gouet. Merci beaucoup Henri-Franck Gouet qui est avec nous ce soir. À côté de vous, il est syndicaliste, il est davantage journaliste, mais également avec lui, on va essayer de faire le tour de la question de la liberté de la presse célébrée le 3 mai 2019 dernier à travers des activités multiples sur l'ensemble du triangle national, même si la journée est internationale, même mondiale. Lui, c'est Paul Joël Kamchong qui est avec nous ce soir. Paul, bonsoir. Bonsoir Frédéric, merci de cette invitation. Je suis très heureux de partager ce plateau avec d'autres confrères que je retrouve, que je connais très bien. Henri-Franck, qui est un camarade de promotion à l'Esti que je n'ai pas revu depuis des années. Et tout ce beau monde, donc je suis très content de croiser le verbe. Merci beaucoup à vous de croiser le verbe sur ce plateau de Tout au clair. Ici, c'est toute la vérité qui est dite. C'est tout au clair, même si on n'est pas devant un prétoire. On dit la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. En face, deux autres messieurs, un qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Il a déjà fait ses armes sur ce plateau de Tout au clair, mais ce soir, il nous revient en sa qualité, j'ai envie de dire, de vieux de la maison de journalisme au Cameroun. Lui, c'est Manu Djemba que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Ancien footballeur aussi, mais davantage journaliste, parce que c'est aussi sur cette casquette qu'on l'a invité ce soir. J'ai beaucoup de casquettes. Agent communal aussi. J'ai fait beaucoup de choses. Oui, oui, c'est vrai, je suis journaliste et j'ai roulé ma bosse depuis l'ouverture démocratique au Cameroun et surtout avec les nouvelles lois sur la communication sociale au Cameroun, c'est-à-dire en 1990. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler comme rédacteur à La Détente,
ensuite rédacteur en chef, et après rédacteur à Dicalo et chroniqueur aussi. Voilà. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui, mais de toutes les façons, je dis le journalisme mène à tout, pourvu qu'on en sorte. Merci à vous. Bonsoir et bienvenue sur Tout au clair de ce soir. Un autre qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir ce soir, c'est notre consultant à maison, Thierry Niopet, directeur de publication de Reflet d'Afrique TV. Bonsoir. Bah oui, entre autres. Bonsoir Frédéric, bonsoir également aux téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup d'entrain. Le thème est assez intéressant, surtout qu'il interpelle la corporation. C'est avec beaucoup d'intérêt que nous en parlerons donc, tout au long de cette émission. On reste avec vous. Vous le savez, le consultant a de responsabilité de planter le décor. Votre point de vue de la situation de la liberté de la presse au Cameroun. On est dans le bon ton? Est-ce qu'on est dans un ton qui est tout à fait faux? On danse sur la bonne valse ou sur la mauvaise? Je vous inviterai avec les téléspectateurs à questionner les unes qui paraissent au quotidien au Cameroun. Pour ce qui est ne serait-ce que la presse écrite, vous trouverez effectivement que les unes sont assez ouvertes. Elles sont informatives, elles sont tendancieuses, elles sont interpellatives. Donc en réalité, la presse est plurielle. Les journalistes continuent à exercer ce métier avec beaucoup de liberté de temps. Maintenant, au niveau de la pratique en elle-même, c'est peut-être à ce niveau que les problèmes se posent avec beaucoup d'acuité parce qu'on vous dira que l'accès aux sources d'information n'est pas aussi équitable que ça. Qu'on soit journaliste de la fonction publique, notamment des journaux, des organes gouvernementaux tels que Cameroun Tribune, tels que la CRTV et le reste. Quand on vient du privé, l'accès à l'information n'est pas nécessairement quelque chose d'assez facile. Il fait même un temps, il y a plusieurs années, qui nous avaient interpellés sur le fait que même quand le chef de l'État se déplace ou quand ses ministres ou ses membres du gouvernement se déplacent, il n'y a généralement pas des journalistes de la presse privée qui les accompagnent. Et même quand on parle souvent de réception au palais de l'unité, rares sont des journalistes de la presse privée qui assistent en dehors de quelques rares qui ont commencé à le faire à la suite de plusieurs interpellations. Mais toujours est-il que l'accès aux sources d'information pose beaucoup de problèmes. Au-delà de l'accès aux sources d'information, maintenant, il y a la survie des médias. Et certainement, nous en parlerons tout à l'heure, parce qu'on ne saurait avoir une presse véritablement libre quand on n'a pas de quoi alimenter cette presse-là. Quand des journalistes sont sous-payés, mal payés ou pas du tout payés, on ne saurait parler véritablement de liberté de la presse, parce qu'un esprit qui se veut libre est un esprit qui est affranchi de toutes ces contraintes budgétaires, de toutes ces contraintes financières. Vous ne pouvez pas exercer pleinement, librement et ouvertement ce métier quand vous savez qu'à la fin du mois, votre bailleur viendra cogner à votre porte et que vous ne soyez pas capable de pouvoir le dire assez conséquent. Voilà, donc on parlera peut-être de ces travers, de ces heures et de tout ce bonheur, parce que je vous rappelle, c'est un très beau métier en dépit de toutes choses. Très bon métier en dépit de toutes choses, certes. On parle de la corporation ce soir, Paul Joël, mais davantage un tableau plutôt sombre peint par un autre journaliste, Thierry Niopet. Vous partagez ce point de vue ou alors vous pouvez penser librement que Thierry Niopet a été un tout petit peu excessif pour ce qui concerne la profession. Je vais dire qu'il a même été trop gentil, c'est-à-dire quand vous l'écoutez parler, c'est un peu très beau à entendre. Vous avez l'impression que c'est un problème qui est presque commun à l'ensemble des corps des métiers, mais ce qu'en réalité, il faut aller au-delà de la problématique, par exemple, de l'accès aux sources d'information pour poser plutôt le problème d'une loi sur l'accès à l'information et davantage l'ouverture des données plus connues dans ce qu'on appelle la société de l'information, de l'open data. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on reste encore très archaïque au Cameroun. Restant en parlant de la liberté de la presse, on a un peu évolué partout ailleurs, notamment aux États-Unis il y a 10 ans, en France il y a 15 ans. On parle davantage du journalisme des données pour justement avoir une main mise sur cette liberté qui fait en sorte que le journaliste ne devrait plus être dépendant d'une source personnelle, mais davantage d'une source qui est plutôt en ligne. D'où
le paradigme de l'open data, où on demande par exemple aux structures d'ouvrir les données pour permettre aux journalistes de mieux accéder à ces informations. Malheureusement, lorsque vous prenez le cadre réglementaire, législatif et même juridique du Cameroun, vous comprenez encore que le problème demeure en ce sens que l'absence de cette loi, ne serait-ce que sous le modèle du Freedom of Information Act, actuellement au Cameroun, en Afrique, le dernier pays à avoir eu cette loi, c'est le Ghana, il y a environ 2 mois. Vous avez le Nigeria voisin, par exemple, qui a cette loi qui existe. C'est pour ça qu'au Nigeria, au Ghana et dans d'autres pays comme au Togo qui disposent de cette loi, on parle de moins en moins des problèmes déontologiques liés à la profession de l'information. Parce qu'en réalité, cette facilité d'accéder à l'information, aux données publiques, font en sorte que le côté professionnel soit réglé, le côté déontologique soit réglé. Mais on parle davantage des questions d'objectivité et des questions partisanes. Donc, il y a à côté les questions de loi d'accès à l'information, mais il y a également, par exemple, une loi sur la communication qui est dépassée. On est de plus en plus à l'ère du numérique où les journalistes migrent davantage vers le numérique pour épouser ce qu'on appelle désormais la société de l'information. Et je ne vous apprends rien pour vous dire en réalité que le Cameroun est à partie de ce grand concept qui voudrait en sorte que désormais tout est pour socle Internet qui permet justement la facilité et la circulation de l'information pour ne serait-ce qu'à assurer ce qu'on appelle prosaïquement le duo disponibilité et accessibilité de l'information. Alors, Paul, Henri-Franck Groth, vous êtes un acteur des médias, vous avez plus de casquettes dans ce domaine-là, mais toujours est-il, de 90 au jour d'aujourd'hui, comment vous voyez la chose? Moi, je vois la chose dans le cadre d'un processus qui n'est pas aussi rapide que certains le voudraient, et c'est à juste titre qu'il y a des récriminations. Mais c'est un processus, déjà par Thierry le relevait tout à l'heure, au niveau de la quantité des médias. Cet aspect, rien que la quantité des médias montre forcément une avancée. Maintenant, il faut aller plus loin, que ça, forcément. Il faut aller plus loin, sur bien des plans. Il y a une question de moyens, de structure, d'infrastructure. Ce n'est pas facile tout ça. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer le Cameroun aux États-Unis. On ne peut pas comparer le Cameroun à l'Afrique du Sud. L'Afrique est en même temps un continent où le retard par rapport à l'accès au numérique a été très marqué, et ce même continent rattrape très rapidement par rapport aux autres continents du monde ce retard. Donc c'est tout un équilibre qu'il faut gérer, c'est tout un équilibre qu'il faut maintenir, et en même temps il faut aller de l'avant. Les récriminations sont sur, forcément on en parle. On a évoqué la survie des structures, parce qu'on ne peut pas parler encore d'entreprise, de presse. Il y a ça aussi. Alors, le vieux de la vieille que nous avons sur ce plateau, nous avons la chance qu'il a d'ailleurs des cheveux blancs. Alors, vous qui avez connu ces époques-là, doit-on parler de liberté de la presse ou de libertinage? Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'une floraison de parutions pour ce qui est de la presse écrite, de la presse cybernétique, et même de la presse parlée, radio, télévision. Est-ce qu'on est dans la liberté de la presse ou alors on est dans le concept de libertinage? Ce qui est vrai, c'est que la parole a été libérée au Cameroun. Et évidemment, au moment de l'utiliser, certains en usent, d'autres en abusent, et quelquefois même, elle est, prise en otage par rapport aux institutions qui ont pour rôle de la tempérer ou de la libérer. Je veux parler quelquefois du MINAT, où ça a été le cas auparavant, parce que nous sommes passés d'abord par la censure. Il y avait une censure extraordinaire. Quelquefois, au niveau du MINAT même, il y a le directeur actuel de l'ECAM, qui a été un grand censeur à l'époque. Il y a eu une époque de censure qui se faisait à la Sopecam, parce que
Aujourd'hui, il y a des machines partout, des offset et des rotatives. Mais avant, la seule rotative au Cameroun, c'était Asopecam à l'époque. Donc, Asopé quand même, avant que votre journal ne soit imprimé, on passait ça à la moulinette et on enlevait ce qui ne plaisait pas au prince et à l'administration. Cette époque-là est révolue et aujourd'hui, Dieu soit loué, il y a beaucoup de titres, il y a beaucoup de médias. Et moi, ce que je dis, c'est que si les médias de la presse privée, parce que c'est ceux-là qui nous intéressent surtout, si ces médias-là sont en train de stagner ou alors sont en train de se développer à petits pas, la faute revient un peu aux professionnels de la chose, aux journalistes. Parce que autant nous avons gagné un certain respect, où vous voyez qu'aujourd'hui, les ministres réussissent à venir sur des plateaux comme les vôtres. Avant, ils ne le faisaient pas. Hein. C'était une histoire vraiment, pour eux, venir dans une télé privée ou dans une radio privée, c'était comme entrer dans un water qui sentait mauvais. Aujourd'hui, non. Pour que la parole soit le plus largement diffusée, c'est des gens qui viennent dans la presse privée aujourd'hui. Et ça veut dire tout simplement que cette presse-là a gagné un certain respect. Mais ce respect-là, aujourd'hui, il faut lui donner un autre sens. Je veux dire par là que les journalistes au Cameroun devraient être des hommes, pas uniquement qui rapportent des faits, mais des gens de culture, de très grande culture. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des gens cultivés, des gens capables de mettre le débat très très haut pour que pour rendre les émissions intéressantes et surtout aussi pour rendre attractif le média qu'on est en train de servir. Voilà. Alors Thierry Niopé, le problème est-il le journaliste ou davantage l'environnement dans lequel celui-ci exerce? Je dirais l'environnement dans lequel le journaliste exerce n'est pas propice nécessairement à l'éclosion de ce métier. C'est vrai que selon les statistiques que l'on peut retrouver au niveau du ministère de la Communication, on dirait qu'il y a une floraison de titres. On est passé par exemple en 2013 de 500 journaux à 535 en 2017, de 22 chaînes de télévision à 103 télévisions au Cameroun. On allait savoir où se trouvent ces télévisions-là. Parfois, quand je lis ces chiffres, quand j'écoute ce qui sort de la bouche des responsables du ministère de la Communication, je me demande de quoi parle-t-on? Parce que jusqu'à preuve de contraire au Cameroun, je vois très peu où se trouvent 103 télévisions au Cameroun. Quand je regarde, par exemple, vaste, 475 km². Quand je regarde, par exemple, les radios, on est quitté de 95 radios à 314 radios. Je vous mettrai au défi de nous démontrer qu'il y a même une centaine de radios au Cameroun. Non, il y en a. Bon, mais écoutez, je dis bien, mettez au défi, parce que quand on commence à parcourir ne serait-ce que la fréquence, pour ce qui est de la région du littoral, ça bouscule ça, monsieur Ndiemba ne me dira pas qu'il y a une vingtaine de radios, ne serait-ce que pour la région du littoral. Alors multiplions, mais toujours est-il que ce sont des avancées. C'est-à-dire qu'on est quitté d'un à deux, c'est déjà quelque chose de considérable. Maintenant, est-ce que l'environnement est propice à l'éclosion de ces médias-là? Je ne comprends pas pourquoi. On a autant de médias alors qu'on continue à parler de précarité, alors qu'on continue à se plaindre au quotidien. Nous le soulignons encore à l'entame de cette émission. Pour une chaîne de télévision quelconque qui veut migrer sur satellite, il faut au minimum, avec les charges, celui-ci, la masse salariale tourne autour de 3 millions. Je vous rappelle qu'aller sur satellite, si je pense, si vous le permettez, sans publicité, un Telsat, c'est au moins 2 millions quand vous êtes à 2 mégas. Alors, pour une chaîne de télévision qui investit sur le satellite, il faut au moins 24 millions de francs CFA l'an, sans compter la masse salariale. Si on prend la masse salariale qui tourne autour de 3 millions, il faut énormément de l'argent pour mettre sur pied un projet viable sur l'an. Donc,
une chaîne de télévision comme LTM, qui a réussi à faire son bonhomme de chemin depuis plusieurs années, je crois que la promotrice mérite d'être saluée, d'être félicitée, d'être encouragée, parce que justement, l'accès aux sources, au-delà des sources d'information, l'accès aux ressources financières pour faire vivre justement ces médias se pose avec beaucoup d'acuité. Parce que, voyez-vous, la publicité au Cameroun, quand bien même elle existe, elle obéit à des canons qui ne sont pas nécessairement ouverts. Il n'y a aucun cadre normatif qui fixe la répartition de la publicité au Cameroun. Quand bien même des entreprises daignent vous la confier, elles vous la confient à la limite aux francs symboliques. Rendez-vous compte, prenez la grille tarifaire, prenez même celle du LTM. Je n'aimerais pas la rendre publique, mais toujours est-il que quand on regarde le coût de la publicité, on se demande comment font les patrons de presse pour payer les employés, payer la migration sous satellite, payer les charges fixes, dont l'électricité et le reste, l'entretien des caméras, l'achat de matériel. C'est énorme. Nous devons simplement continuer à mener un plaidoyer pour que l'environnement de la presse soit davantage propice à l'éclosion des médias, parce que, quoi qu'on dise, même l'État n'accompagne pas suffisamment, le gouvernement ne le fait pas assez. Quand on regarde, aujourd'hui on continue à parler d'aide publique à la presse privée. On en parlera tout à l'heure, si vous le voulez. On en parlera tout à l'heure. Si l'environnement de la presse est aussi déplorable, aussi catastrophique, peut-être même aussi invivable, cela justifie-t-il que les journalistes soient dans ce concept, on l'a évoqué tout à l'heure, de libertinage? Parce que on voit que c'est mauvais, il faut peut-être tirer son épingle du jeu, du coup on se permet un certain nombre d'écarts. Oui, je crois que votre question se situe dans le prolongement de la réaction de Thierry tout à l'heure lorsqu'il parlait de la floraison ou alors de la flopée des médias qui en réalité ne veut rien dire. Parce qu'en réalité, ce qui compte le plus, ce n'est pas le nombre de médias que le Cameroun devrait avoir, mais c'est la qualité des contenus, la qualité des programmes. Et c'est justement à ce niveau que le paysage médiatique pêche. Parce que vous avez un ministère qui se plaît à annoncer les chiffres crescendo chaque année, mais qui ne va jamais se prononcer sur la qualité du contenu. Et je crois que les réactions du Conseil national de la communication disent, au moins démontrent que la qualité du contenu pose un problème au niveau de la déontologie et de l'éthique. Parce que quand vous essayez de faire une comparaison entre nos médias locaux et les médias étrangers, vous comprenez en réalité que là-bas, on investit davantage sur le contenu parce qu'en réalité, c'est ce contenu qui donne une âme aux médias. Mais quand vous avez un média qui en réalité soit prêche pas la haine du matin au soir, où vous avez des journalistes qui s'asseyent en plein midi, se mettent à papoter comme des femmes pour insulter et régler des comptes, vous comprenez en réalité que cela aura un sérieux impact sur la société. Et c'est pour ça que vous avez l'impression qu'avec le développement des fake news, par exemple, la société a tendance à croire plutôt aux informations sensationnelles plutôt qu'aux informations qui viennent, par exemple, des sources officielles ou bien aux vraies informations. Pour autant, cela ne justifierait pas la clochardisation des journalistes. Thierry a dit quelque chose en disant qu'il salue les patrons parce qu'en réalité, on ne sait pas comment ils font. Mais curieusement, on ne paye pas les salaires. Mais vous avez le journal au kiosque tous les jours. Vous n'allez jamais apprendre que la sonnelle est venue et couper la lumière, que les impôts sont venus sceller. Parce qu'en réalité, l'économie des médias que nous avions appris à l'école, en réalité, a été édulcorée par un financement souterrain qui n'est jamais dévoilé. C'est-à-dire, vous qui travaillez dans un média, vous n'aurez jamais un patron qui vous dira, par exemple, quels sont exactement, à la fin de l'année, vous posez un livret comptable sur la semaine, sur la table pour vous dire que cette année, voici ce qui est entré dans les caisses de la télévision. Ça ne sera possible. Vous ne verrez pas ce type de patron au Cameroun. Mais par contre, vous aurez toujours des patrons à pleurnicher pour vous dire qu'écoutez, on ne peut pas payer les salaires parce que. Mais jamais ils vont dire, bon, on ne pourra pas aller à l'imprimerie, on ne pourra pas émettre demain. Voilà, c'est autant de choses parce que simplement, vous avez d'un côté les tenants du pouvoir qui ont clochardisé cette presse et préfèrent passer cet argent de façon souterraine pour des causes inavouées. Je ne vous apprends pas en regardant la plupart ou en écoutant les médias. Vous comprenez en réalité qu'il y a des médias qui sont presque comme en mission.
qui en réalité sortent du champ de leur mission, à savoir informer, éduquer et divertir. Mais vous comprenez en réalité que de là, je ne vais pas citer des noms ici pour ne pas écorcher certaines personnes, mais lorsque vous écoutez, lorsque vous voyez, vous comprenez en réalité que on assiste à ce qu'on pourra appeler la bêtisation de la société camerounaise, parce qu'on ne veut pas passer de l'information, mais on veut plutôt manipuler les esprits. Donc c'est en réalité ce problème. Oui, on est d'accord que ça ne va pas, mais il faudrait davantage qu'on interpelle notre conscience. Mais en face, vous avez, en réalité, vous avez évoqué la question de la corporation, un syndicat qui est très faible. Parce qu'en réalité, vous avez un syndicat qui est structuré du point de vue des textes, mais derrière, il n'y a pas de consistance. Parce qu'à l'heure où je vous parle, et je vous mets au défi, vous ne me montrez pas un syndicat qui dispose d'un plan d'action, qui peut montrer à ses membres qu'écoutez, cette année, à partir de janvier, voici ce qu'on a prévu. C'est un syndicat qui travaille sur tout, sauf pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et c'est en réalité ça la mission première d'un syndicat. Alors, Henri Franck, on est dans un environnement où on parle de liberté. On a reconnu, certes, même si Paul Jouet n'est pas tout à fait d'accord, que la floraison est synonyme de liberté. Et on est dans un environnement où la qualité du journaliste est remise en cause. Pourquoi cette qualité du journaliste devrait être remise en cause? Pourtant, il y a des journalistes qui passent par des écoles, il y en a qui sont formés sur le tas, mais tous, d'une façon ou d'une autre, essaient tant bien que mal de sortir leur épingle, de tirer leur épingle du jeu. Avant de répondre à votre question, je vais rapidement dire quelque chose à Thierry. Alors, vous ne faites pas de ping-pong avec Thierry? Non, 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 je ne fais pas de ping-pong. Ça participe de la... Du débat. Oui, justement, parce que, et même de votre question. Parce que si je ne le fais pas, peut-être les auditeurs peuvent ne pas comprendre. C'est sur la quantité. Il y a en effet beaucoup de radios. Mais il y a aussi un phénomène que les responsables au ministère de la Communication reconnaissent, la tolérance administrative. Rien que Douala a 69 radios. Rien que Douala, au minimum. Le Mungo en a 6. La Sanaga maritime en a une. Et il y a moins d'un an, le GAM en a eu une. Ça, je ne parle que du littoral. Dans la région du centre, rien qu'à Yaoundé, il y a 53 radios. Et dans chaque département, il y a au moins une radio. J'ai parlé des 2 régions les plus importantes du Cameroun. Vous imaginez donc, quand le ministère de la Communication parle de près de 200 radios au Cameroun, c'est parce qu'en effet... C'est quoi que nous sommes là? Vous croyez que si on pousse le curseur à Douala, on aura 69 radios? Faites-le. Je peux mettre quiconque faites-le. Je vais mettre le défi de nous donner 20 noms de radios qui est à Douala. Faites-le. Nous sommes là. Thierry, faites-le. Cite-nous 20 noms de radios qui mettent à Douala. Le programme ne le permet pas. Mais faites-le. Mais comment? Thierry, on n'aura pas le temps de pouvoir citer 20 noms de radios. C'est mon boulot, c'est mes attributions. Et cela, je dis qu'à Douala, il y a 69 radios au minimum. Donc maintenant, pour cela sauf que Franck, vous avez évoqué la tolérance administrative. Je n'ai pas. Qui ne devrait pas. Je ne peux pas être en réalité perçu comme. Je ne peux pas. Je parle des radios. Mais en réalité, c'est la théorie. Paul, je parle. Paul, je parle des radios. Je parle des radios. Justement, c'est un autre débat. On parle de l'existence. Exactement. C'est de ça. Non, il a fait allusion. Non. On parle de l'existence. Là, sur ce point tiré, moi, nous sommes d'accord. On parle des radios existantes. Maintenant, quelles sont celles qui ont l'agrément, quelles sont celles qui sont bénéficiaires? C'est un autre débat, en effet. Sur ce point, on est d'accord. Alors maintenant, par rapport à ce que Paul a dit, il y a ce que l'on appelle aussi la liberté éditoriale de chaque média, qu'il soit presse écrite, presse cybernétique, radio, télévision. Il y a la liberté éditoriale. La liberté éditoriale par rapport aux journalistes, la liberté éditoriale par rapport à la structure, parce que je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure au début, on peut difficilement parler d'entreprise de presse dans notre pays parce que c'est tout un ensemble. Thierry venait d'évoquer par exemple. Ils ne sont pas toujours réunis pour ça. Voilà, il faut passer par exemple sur le numérique. Combien le peuvent? Donc, il y a la liberté éditoriale à tous les niveaux. Le journaliste décide de parler de quoi? Comment? Il est libre de le faire. Le média décide dans
au niveau du conseil de rédaction le matin, on décide de parler de quoi et comment. C'est décidé librement. Mais ça ne dilue pas sa responsabilité sociale. Paul, je voudrais qu'on soit d'accord. Dans la vie, non, Paul, dans la vie. Soyons d'accord aussi sur ce point. Dans la vie, et ça c'est une vieille discussion que Paul et moi nous avions. Il y a ce qui doit être et il y a ce qui est. Paul est très porté sur ce qui doit être et je suis d'accord avec lui. Mais moi, pour pouvoir aller vers ce qui doit être, je regarde d'abord ce qui est. Et ce qui est, c'est qu'il y a une liberté éditoriale. Et les médias choisissent de tronquer parfois leur contenu. On parlait de l'aspect culturel. Si vous n'apportez pas quelque chose au public à travers votre contenu, vous avez choisi librement de tronquer. Mais ce n'est pas à ce moment votre formation, c'est-à-dire ce n'est pas vos enseignants que l'on va remettre en cause. On peut toujours les remettre en cause aussi. C'est difficile, pas forcément, mais on peut le faire. Mais la plupart du temps, c'est d'abord vous que l'on regarde. Au nom de la liberté éditoriale. C'est aussi ça, la démocratie. C'est aussi ça, la liberté. Et à ce moment-là, on ne peut rien. Quand si par exemple le gouvernement demande aux médias d'éviter de parler d'un certain nombre de choses au cours d'un événement tel un défilé, le 20 mai arrive, il y a eu la fête du travail. Les médias, généralement, voient toujours des aspects cocasses. Ça peut heurter les gens, mais c'est la liberté des médias aussi de le faire. Et on ne peut pas les arrêter par rapport à ça. Néanmoins, comment est-ce que les médias vont décider de le faire? Maintenant, chacun sera juge. Il y a aussi la relativité des points de vue. Et le problème, justement, pour finir sur votre question, Frédéric, c'est que le management, je crois que tout part de là. Parce qu'un média, c'est un projet au préalable. Un média est destiné... c'est vrai qu'en économie, il y a ce principe qui dit que tout n'est pas forcément destiné à grandir, mais en attendant, un média, c'est un projet, un média est destiné à être une entreprise. Une entreprise est gérée d'une certaine façon. Il y a une certaine... il y a un certain nombre de canevas que si l'on ne respecte pas, même si de l'autre côté, même si l'environnement n'est pas toujours favorable, si déjà au préalable, on ne respecte pas, la structure aura des difficultés à arriver au stade d'entreprise. Alors, puisqu'on parle de canevas, éthique et déontologie, c'est les principes, les maîtres mots qui gouvernent la profession ou la corporation qui est la nôtre, mais, alors, vous Manu, lorsque vous regardez l'époque d'hier, donc les années 90 au moment où on libéralise, et cette année ou ces années d'aujourd'hui, 2019, est-ce qu'on a le sentiment qu'on a progressé en termes de respect de l'éthique, de la déontologie, ou alors on a complètement régressé et qu'on est passé à côté de la plaque? Disons qu'il y a beaucoup de paradoxes dans ta question. Pourquoi? Parce que moi, quand je suis arrivé dans la presse au Cameroun, les médias qui avaient pignon sur rue, c'était, je peux les citer, tu avais Le Combattant par exemple, tu avais La Gazette, tu avais Le Messager, mais c'était des médias qui étaient de parution presque irrégulière. À la limite, c'était des histoires de francs-tireurs. Et donc ce début illustre bien ce qui s'est passé par la suite, à savoir que nous sommes dans l'informel. Dès le départ, cet informel-là continue jusqu'à ce jour, malgré les lois qui ont été votées, qui doivent accompagner et ces entreprises de presse et les journalistes à mouvoir dans ces médias-là. Donc, il est difficile, il est très difficile, dans ce cas d'espèce-là, de, comment dire ça, d'avoir une éthique, d'avoir une déontologie, dans la mesure où, quand il n'y a pas de salaire, beaucoup en ont parlé ici, bah, il y a à craindre que beaucoup de choses pas propres se fassent entre les lignes. J'ai eu affaire aux lecteurs dans certains journaux et quelquefois, entre deux lignes,
je vois bien de quoi il retourne. Et quand tu regardes les collusions entre la personne qui a écrit et quelqu'un à qui ce message-là a été dédié, tu vois bien que c'est là où le journaliste trouve sa substance. C'est là où il trouve le gain. C'est pour ça qu'on parle souvent de public blanchissage ou qu'on parle de... de tireurs à gages. Non, mais il y en a. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis la création du journalisme au Cameroun et ça continue jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le journaliste comment dire ça, n'a pas, Thierry Niopé l'a dit, n'a pas un salaire. Ne vit pas de son art. Ne vit pas de sa plume, d'une part, et de deux... C'est un artiste, le journaliste. Pardon? C'est un artiste, le journaliste. Pas que c'est un peu. C'est un métier extraordinaire. Voilà deux journalistes qui sont passés par une grande école, mais c'est un peu comme la musique, par exemple. C'est-à-dire, tu peux être très bon musicien sans passer par le conservatoire. Et eux, ils sont passés par les sticks, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul chemin pour faire journaliste. Parce qu'il a dit non plus. Non, enfin, je parle par extension, quoi. Non, c'est pas extension. Oui, non, mais je suis en train de répondre à sa question. Donc, à partir de là, nous avons énormément de problèmes d'éthique, nous avons énormément de problèmes de déontologie, mais moi, j'allais poser une question, même si ce n'est pas moi le modérateur. Est-ce que ce n'est pas voulu? C'est voulu. Par qui? Par l'administration, par l'État du Cameroun, ou plutôt le gouvernement du Cameroun. Pourquoi? Parce que ça les arrange d'avoir des gens, comment dire ça, qu'il faut noircir, qu'il faut montrer sous un mauvais jour. C'est ça le problème. Premier problème. Le deuxième problème, c'est que à partir de là, ça leur donne moins de responsabilités. Je veux dire, parce que l'État a ses responsabilités aussi. Mais ils préfèrent dire et pointer du doigt les médias en face pour dire, vous voyez, ces gens-là ne sont pas sérieux. Mais au fond, je vais vous dire aussi une dernière chose, c'est que, en fait, un pays ne mérite que les médias qu'il a. Un pays ne mérite que les médias qu'il a. Donc, en d'autres termes, Thierry, tous les médias que nous avons doivent mourir parce que il n'y a pas... C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Alors, on a évoqué tout à l'heure la question de la survie des médias et on sait très bien que l'environnement économique, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, l'environnement est extrêmement difficile. Les journalistes sont dans des conditions extrêmement exécrables. Pourquoi est-ce qu'on arrive à un tel environnement? Henri Fonck l'a souligné tout à l'heure. Je crois qu'il a souligné qu'il n'y a pas encore véritablement d'entreprise de presse au Cameroun, mais il y a des cadres. Parce qu'un projet, une entreprise de presse est avant toute chose un projet. Mais ce que Henri Fonck n'a pas suffisamment dit, c'est qu'effectivement, tous ces médias qui émergent au Cameroun partent d'un projet. Un projet structuré en entreprise. Mais il se trouve malheureusement que le cadre normatif dans lequel ces médias évoluent n'est pas propice à l'éclosion des médias. Je l'ai souligné tout à l'heure. Parce que vous avez un projet, vous l'avez suffisamment mûri, suffisamment... quand on va au ministère de la Communication pour déposer un dossier, notamment pour ce qui est de la légalisation d'un projet comme celui-là, il y a des préalables qu'on vous demande. Vous remplissez tous ces préalables jusqu'à la zone d'émission, jusqu'aux fréquences, jusqu'à la grille des programmes, jusqu'à la qualité de ceux qui vont travailler en tant que responsables. Je le dis parce que j'ai fait justement ces démarches, que ce soit pour une radio, que ce soit pour la télévision que je suis en train de mettre sur pied. Mais je vous rappelle justement qu'au-delà de ces projets, qui est effectivement bancable, il se trouve malheureusement que l'environnement n'est pas propice à l'éclosion des médias. Vous aurez un projet, vous irez voir effectivement les banques pour être accompagnées dans ce projet-là. Les banques ne vous accompagneront pas du tout. Et le ministère n'a pas mis un cadre pour accompagner ces médias-là. Aujourd'hui, on continue à parler d'aide alors qu'on devrait parler de subventions. Voilà pourquoi les entreprises de presse ont de la peine à éclore au Cameroun. Les projets sont très bien montés, ils sont même bancables, mais vous ne trouverez jamais de l'argent. Le grand frère Manu l'a dit tout à l'heure, c'est comme si c'est voulu.
Parce que ceux qui gèrent justement, en termes d'économie des médias, ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent, ont tout intérêt à avoir des médias à leur solde. Parce qu'un journaliste fort est un danger à la fois pour celui qui le finance, un danger pour la société et un danger pour le reste, dans leur mentalité, oubliant que une presse véritablement libre est le socle fondamental de l'édification des institutions fortes. Tant qu'il n'y a pas de liberté d'expression, tant qu'il n'y a pas de liberté de la presse, on ne saurait véritablement parler de démocratie, d'accompagnement. Pour qu'un média accompagne véritablement un pays, il faudrait que le journaliste qui pratique ce métier soit libre dans sa tête. Mais je vous assure, vous ne pouvez pas être libre, non grosse dans les chaînes de télévision, parce qu'en réalité, on a certainement de quoi peut-être mettre du carburant dans nos véhicules. On a certainement, pour ceux qui ont la chance de l'avoir, ou peut-être au gré de... en réalité, il y a beaucoup de choses qui entrent, généralement dans le fonctionnement d'un journaliste. Mais je vous assure, il est difficile pour beaucoup de joindre les deux bouts. C'est ce qui a laissé éclore au quotidien les journalistes du Hilton, du côté de Yaoundé, les journalistes de la rue Mermoz. Dieu merci, cela est fini. Mais aujourd'hui, il y a des journalistes d'Aquapalace. Il y a des journalistes des grands hôtels. Il y a des journalistes des kermesses, des séminaires et le reste. Au point où, lisez la presse au Cameroun, il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas de travail fouillé sur le terrain. Parce que les journalistes, pas de grands reportages, parce que les journalistes passent l'essentiel de leur temps à écumer les hôtels, simplement parce qu'ils sont à la recherche des manifestations afin d'avoir 5-10 000 francs de per diem. Ce qui est pitoyable parce qu'un journaliste, le journaliste ne peut pas vivre de cet argent-là. Parce qu'au-delà de toute chose... Parce qu'ils ne sont pas cultivés. Mais justement, mais voilà, on arrivera certainement à ce niveau. Parce qu'un vrai journaliste vous dira, moi je l'ai toujours dit, quand on parle même de la commission de délivrance d'un cadre de presse, j'en ris souvent. J'ai beaucoup de respect pour M. Juncker qui en est le président. J'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui travaillent dans ce sens. Mais je continue à croire qu'un vrai journaliste n'a pas nécessairement besoin de brandir sa carte pour dire que je suis journaliste dans le cadre d'une enquête. Le vrai journaliste, même en méthode de recherche scientifique, même en sociologie, en méthode de recherche scientifique, il est possible d'avoir accès à l'information. La meilleure manière de se mouler dans la masse, d'avoir la meilleure information, c'est de se fondre dans la nature. Et puis, tu auras la meilleure des informations. Mais le journaliste qui vient avec un badge vous dit je suis journaliste, en réalité, il ne fait pas réellement. Donc, en réalité, il faudrait qu'on travaille davantage à ce niveau. Je crois qu'on aura peut-être le sens d'en faire tout un plaidoyer tout au long de cette émission. Alors, Paul Joël, je suis à vous. Est-ce que un média ou les médias qui sont à la solde des grands bailleurs de fonds sont-ils encore libres? Forcément, ils ne sont pas libres, selon la maxime qui donne contrôle. C'est-à-dire, si je vous donne, je vous dis ce que vous devez faire. Parce que si je retire mon financement, vous ne pourrez plus le faire. Et je crois que c'est presque de cette façon que la plupart des journaux fonctionnent dans notre pays. Vous allez remarquer qu'il y a des journaux, par exemple, qui sont pro-régime, des journaux qui sont pro de l'opposition. Mais encore que faudrait-il voir tout le deal qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un problème d'idéologie? On est à la solde d'une idéologie ou alors on est à la solde vraiment des financements? Mais ce n'est pas une particularité camerounaise. Ça, il faut vraiment qu'on se comprenne. Une épine du pied. Parce qu'on commençait à croire que c'était une particularité du Cameroun. Cameroun. Non, ce n'est pas une particularité camerounaise. Fondée sur beaucoup de particularités. Oui, absolument. Ce n'est pas une particularité camerounaise parce que quand vous prenez même la France, que deux personnes sur ce plateau connaissent bien, ou alors les États-Unis, vous rappelez très bien le scandale qu'il y a eu derrière le Washington Post et tout cela, vous comprenez en réalité que on a beau être objectif, on a beau suivre la déontologie et l'éthique, mais en réalité, il y a une certaine idéologie pour laquelle on travaille. Vous allez remarquer par exemple que Donald Trump, par exemple aux États-Unis, est contre certains médias parce qu'en réalité, ces médias ne jouent pas son jeu. Tandis que vous avez d'autres médias qui sont plutôt proches de Donald Trump et qui, comment on va dire cela, qui condamnent d'autres. C'est le même cliché que vous avez en France. Mais quand vous transposez cela au Cameroun, ça a l'air peut-être un peu banal ou alors, je ne sais pas, préoccupant. Mais en réalité, ce n'est pas une particularité camerounaise. Alors, ce n'est pas une particularité camerounaise, mais toujours est-il que lorsqu'on se retrouve, Franck Harry, on se retrouve dans cet environnement, on a comme le sentiment qu'on est un peu pris dans les taux, notamment en voyant un peu ce que nous sert aujourd'hui le Conseil national de la communication, qui est un peu comme une espèce d'épée de Damoclès sur la plupart des médias.
Le Conseil national de la communication joue le rôle de censeur qu'évoquait Thierry au départ. Je vais rappeler rapidement que pourquoi est-ce que la notion de censure, bon pas de censure, mais de contrôle, on y pense encore aujourd'hui. C'est parce que dans les 4 catégories de presse, qui sont la télévision, la radio, la cyberpresse et la presse écrite, jusqu'à présent, la presse écrite obtient son agrément du ministère de l'administration territoriale, c'est-à-dire des préfets et des sous-préfets. C'est quelque chose qui avait commencé en 1990, au moment où on a lancé la loi sur la communication sociale. Et à l'époque, dans les services des gouverneurs, les gouverneurs avaient 2 chefs de cabinet. Le premier chef de cabinet était chargé de la presse. Et le deuxième chef de cabinet était chargé du protocole et de l'organisation du travail du gouverneur. Donc, jusqu'à présent, la presse reste encore tributaire sous la tutelle, sous le contrôle du ministère de l'administration territoriale. Pour en ce qui concerne les agréments. La presse écrite. La presse écrite, oui, la presse écrite, précisément. Donc, le Conseil national de la communication, lui, vient et contrôle l'ensemble de la presse. Ça fait que, à un moment donné, vous voyez, on le conteste par-ci, on n'est pas d'accord avec lui par-là. Lui aussi, évidemment, ça va, je vais pas dire que ça va dans tous les sens, je dis qu'il y a action-réaction en permanence. Action-réaction, action-réaction. Qu'est-ce que l'on attend du Conseil national de la communication, d'après les journalistes, parce que je reprends ce qu'ils disent, ce que je les ai entendus dire. Ils attendent du Conseil national de la communication un certain accompagnement. Maintenant, les attributions du Conseil national de la communication sont aussi de contrôler et de s'assurer de l'effectivité d'un certain nombre de choses que nous venions d'évoquer tout à l'heure. La qualité des contenus, en tout cas en évitant la délation, la dénonciation, en évitant certaines dérives. Parce que j'insiste sur le fait qu'il y a une liberté éditoriale. Mais ce qu'il faut, c'est une certaine dérive. Je crois que le Conseil national de la communication a eu pour bon effet le fait que les journalistes se sont rendus compte qu'une structure étatique avait été mise en place pour faire ce qu'ils devaient faire eux-mêmes. Puisque, à un moment donné, ils ont commencé à se dire que le Conseil national de la communication, d'accord, on n'est pas toujours d'accord avec lui, mais en effet, il y a un problème à notre niveau. Maintenant, ce que nous demandons, c'est récupérer notre pouvoir afin que nous puissions gérer notre corporat, nous puissions gérer notre corporation. Et ça fait partie donc de ce que j'appelais, de ce que j'évoquais tout à l'heure en termes processuels. C'est-à-dire que petit à petit, on se rend compte que il y a ceci que l'on pouvait faire. On ne l'a pas fait. C'est le moment de le revendiquer parce que ça a été attribué à autrui. Il faut le récupérer légitimement. Ça prend un certain temps. C'est tout ça que j'appelle le processus, tout ça que je mets dans le cadre du processus. Thierry venait d'évoquer quelque chose de très important, l'accompagnement des banques. Et tout à l'heure, au début de l'émission, Paul signalait que le problème de la presse est quelque chose qui pourrait être attribué à l'ensemble de l'activité sociale. Je ne parle pas de sociétale, mais sociale, c'est-à-dire le cadre du travail. Parce que tout le monde reproche à nos banques de très peu accompagner les entreprises. Et là, ce n'est pas seulement lié aux médias. Beaucoup d'entreprises dans tous les secteurs se plaignent que les banques ne les accompagnent pas. Donc en fait, il va falloir que l'on aille petit à petit, que les journalistes vont finir par récupérer puisqu'ils ont pris conscience du fait qu'ils doivent s'autoréguler, ils vont finir par devoir s'autoréguler et l'État, à un moment donné, ça va bien arriver. Mais tout ça, ça entre dans le cadre du processus. Parce qu'il y a aussi une chose, et je termine par là pour cette question. La nature a horreur du vide, il faut le savoir. Lorsque vous avez un pouvoir et que vous ne vous rendez pas compte que vous avez ce pouvoir, il va bien falloir qu'il soit géré par quelqu'un. Il va être géré par quelqu'un d'autre.
quelqu'un que vous allez contester, quelqu'un que vous ne reconnaîtrez peut-être pas, mais qui aura le pouvoir de le gérer. À ce moment-là, il faut du temps donc pour récupérer. C'est comme la croissance. On a tous été des enfants et aujourd'hui nous sommes des adultes. Alors, Mme Demba, hier on avait la censure qui était essentiellement contrôlée par les préfets, donc l'administration territoriale, même si d'une façon ou d'une autre, elle n'est pas véritablement partie. Aujourd'hui, on a le Conseil national de la communication qui, depuis son arrivée, a davantage été le père fouettard plutôt que le père conciliateur ou le père éducateur. Disons que le Conseil est devenu père fouettard tout simplement parce que il a été mal né. C'est-à-dire qu'à sa naissance, c'est pas de cette façon-là qu'il aurait dû être organisé. Je veux dire par là que il n'appartenait pas à l'exécutif de nommer tous les membres qui y font partie. C'est pour cela que quand M. Gouet dit que il y a possibilité aujourd'hui, ou plutôt les journalistes ont compris qu'ils doivent récupérer. Les journalistes n'ont jamais demandé à récupérer quoi que ce soit. Les journalistes demandaient tout simplement que la loi soit respectée. Parce que la loi donnait des quotas à chaque catégorie sociale d'être représentée au sein de ce conseil-là. Et chaque corps social nommait lui-même ses représentants là-dedans. Les journalistes nommaient leurs représentants, les patrons de presse leurs représentants, le ministère des Affaires étrangères nommait ses représentants, le ministère de la Culture, plutôt de la Communication, ses représentants, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y avait beaucoup de corps sociaux qui étaient là-dedans. Or, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est uniquement les pouvoirs publics qui ont nommé tout ce monde-là. Et évidemment, à partir du moment où vous nommez quelqu'un, les gens, je pense que c'est toi qui as dit tout à l'heure que quand tu as pouvoir de décision sur quelque chose, oui, voilà. Voilà, forcément. Donc, tous les gens qui ont été nommés sont aux ordres. Je ne peux pas les voir différemment servir l'État. Alors que si c'était Manu Djemba qui a été nommé représentant des journalistes, je ne dois rien à l'État. À ce moment-là, je vais accomplir mon travail dans les règles de l'art. Voilà tout le problème concernant le Conseil de la communication. Un Conseil de la communication, tout de même, qui, il faut le rappeler, n'avait pas, au continue de ne pas être bien apprécié par les acteurs de la corporation et d'autre part la Commission nationale de délivrance de la presse qui, de la carte de presse qui, elle, est carrément, permettez-moi l'expression, pas le bienvenu, boudée même par les patrons de presse et même les journalistes. On peut compter au bout des doigts ceux des journalistes qui détiennent une carte de presse. Oui, Manon. Oui, c'était pour dire que concernant cette carte de presse-là, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Je veux dire, tant que la profession n'est pas bien organisée, comment est-ce qu'on peut délivrer une carte de presse dans ces conditions-là? Je veux dire par là que, et Thierry Niopé a commencé par le dire au départ, à savoir, il faut que les gens soient payés. Bien payés, vous voulez dire? Non, soient payés déjà. Mais il y en a qui ne sont pas payés. Alors, quand vous n'êtes pas payé, comment vous pouvez espérer être affilié à la CNPS et donc avoir un document qui doit être épinglé dans le dossier qui vous donne la possibilité d'être possesseur d'une carte de presse? Voilà tout. C'est pour ça que je dis que cette affaire-là a été mise avant même qu'on organise, qu'on assainisse la profession. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens soient déjà payés, qu'ils soient affiliés à la CNPS, et à ce moment-là, leur environnement va leur donner la possibilité maintenant de demander, de solliciter une carte de presse et de l'avoir aisément. Voilà. Alors Thierry, la question, la problématique de l'aide privée à la presse reste d'actualité. Une aide qui veut aussi, quelqu'un l'a rappelé sur ce plateau, quand on donne, on tient, donc on maîtrise, on contrôle. Est-ce que ce n'est pas une autre façon pour les pouvoirs publics, à travers cette aide, qui, faut-il le rappeler, d'après la corporation, reste insignifiante et qu'il faudrait la revaloriser? 750 millions, je pense,
à date, si je me trompe, ou un peu moins, 750 millions de francs CFA mis à la disposition de tout ce qu'on a recensé ou qu'on peut recenser comme organe de presse viable sur l'ensemble triangle national. Cette aide, que doit-elle devenir? Doit-elle rester aide ou doit-elle passer à autre chose? On continue à dire, il y a eu à dire qu'on devrait parler de subvention. On peut parler d'aide. On peut parler d'aide parce que dans des pays moins développés que les nôtres, hein, on parle de subvention et les montants sont assez importants pour une presse aussi moins plurielle que celle d'une autre. Oui, je n'aimerais pas citer les pays pour ne pas faire peut-être la publicité de ces derniers, mais je dis ce sont des pays moins développés que les nôtres et l'offre en matière de presse n'est pas aussi plurielle que la nôtre. Au Cameroun, elle est assez diversifiée. Il faudrait encourager justement et soutenir ces gens, ces hommes et femmes qui se battent au quotidien justement pour mettre une information plurielle à la disposition des Camerounais parce que l'État a l'obligation d'accompagner des médias parce que les médias ont un rôle social indéniable, qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est grâce aux médias que nous avons des institutions solides. Nous sommes des objecteurs de conscience, nous sommes des historiens du présent. Et c'est grâce aux médias, justement, que des dirigeants ont la possibilité de se corriger. C'est grâce aux médias que tout cela se passe. Tant qu'il n'y a pas de médias forts, de médias solides, il est clair que des institutions seront des institutions que nous vivons au quotidien, que nous voyons au quotidien. C'est pour ça que le grand frère Manu Djimba a dit tout à l'heure qu'en réalité, au Cameroun, n'a que les médias qu'il mérite, mais à qui profite au crime? C'est vraiment ceux qui nous dirigent, parce qu'ils ont tout intérêt à avoir une presse à leur solde, une presse aux ordres, une presse justement. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de la pluralité au niveau des titres. Quand un journal viendra démontrer que M. Frédéric Muntome est un mauvais journaliste, si M. Frédéric Muntome a de quoi délier les cordons de la bourse, un autre viendra pour dire que, mais écoute, M. Muntome est l'ange descendu sur terre. Voilà malheureusement ce qui se passe. On peut dire que certains journalistes peuvent se permettre de jouer aux sophistes. Il est possible de démontrer que M. Muntome est un ange, au-delà de toute chose. Il peut décider, tout à l'heure, Henri Franck le disait, le choix, l'angle, le traitement du sujet. Je peux démontrer en jouant aux sophistes que M. Frédéric Muntome est un ange avec des arguments bien probants et l'autre vient démontrer avec des arguments probants que vous êtes un monstre. Donc c'est possible. Et c'est ça la difficulté justement à cerner ce métier. Quand on parle de subjectivité, quand on parle d'objectivité, j'ai toujours eu à dire, le journaliste aussi intelligent soit-il ne peut pas être objectif. Parce que même le choix des mots entraîne la subjectivité d'une manière ou d'une autre. Quand on parle de peur, de frayeur, de crainte, tout cela renvoie généralement à la même chose, mais à des degrés différents. On veut dire la même chose. Maintenant, en fonction du mot qu'on aura choisi, on va impacter sur ce qu'on veut dire. Donc, il y a toute cette étude, malheureusement, pour ceux qui ont peut-être un peu de chance d'encadrer la jeune génération, telle que nous le faisons au quotidien, il y a beaucoup à faire dans ce métier. La presse, au quotidien, les journalistes sont très mal formés. Les journalistes que nous recevons parfois dans des rédactions sont extrêmement mal formés. Maintenant, au-delà de cette formation-là, au-delà du traitement de l'information, il y a également le contexte. Tout à l'heure, je le disais, le contexte est favorable à faire du mauvais journalisme parce que quand on est sous-payé, quand on est mal payé ou quand on n'est pas du tout payé, on cède facilement à ces petits prébendes. N'importe qui peut vous acheter. Et c'est pour ça qu'on dit, le professeur Mbida le disait encore fort, de manière, Abel Mbida, de manière très intéressante, celui qui vous donne l'information ne la donne pas pour rien. Il vous la donne nécessairement parce qu'il a un but derrière la tête. S'il ne vous donne pas l'argent, il veut nécessairement vous manipuler quelque part. Donc, c'est pour ça que j'ai apprécié la une du journal Le Jour la dernière fois, au-delà de toutes les unes que je n'apprécie pas beaucoup. Le journaliste face aux fake news. Aujourd'hui, le journaliste doit être capable de se redéfinir face à cette société, justement, quand on parle d'open data. Il y a tellement de données au quotidien à traiter. Ouvrez votre WhatsApp. Imaginez la quantité de données que vous recevez en une seconde. C'est extrêmement important. Donc, le journaliste doit être capable, justement, de sortir de cela. C'est pour cette raison, quoi qu'on dise, si les journalistes ne se redéfinissent pas face à cette ouverture
au monde, notamment, parce que le Cameroun n'évolue plus en vase clos. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du choix des contenus. Quand le ministère permet aux chaînes comme les Novelas d'avoir pion sur rue, vous croyez que vous donnez quelle éducation à nos enfants? À ce niveau, le ministère est responsable du contenu, de l'éducation même de nos enfants. Parce que justement, dans l'environnement libre. Non, non. Ailleurs, en Chine, vous ne ferez pas ce genre de choses. Dans d'autres pays, vous ne le ferez pas du tout. Ce n'est pas possible. Parce que vous devez contrôler la culture. Non, ce n'est pas un exemple en termes peut-être de dictature ou d'autres choses. Je n'en parle pas, mais je parle de culture. D'accord. En termes de culture, on doit être capable de contrôler la culture de notre pays. Parce qu'effectivement, remarquez que dans ces séries-là, aucune série ne passe sans qu'on ne montre un homme aller avec un homme, une femme aller avec une femme. Parce que justement, on veut donner notre culture, notre éducation à cette jeunesse. On devrait être capable de contrôler justement l'éducation que nous voulons, que nous voulons donner à la jeunesse de demain, notamment pour ce qui est du cas du Cameroun. Je viens à vous. Oui, non, j'arrive. Non, je viens à vous. Je vais juste rebondir pour dire que ce d'autant plus que les producteurs, permettez-moi la redondance, qui produisent ce genre de contenu font la promotion d'une idéologie. C'est-à-dire un producteur ne se lèverait pas un matin pour produire un film où les hommes vont avec les hommes. C'est destiné à un public. Et justement, le Cameroun est ciblé. Et tout cela, en réalité, c'est parce qu'il n'existe pas une politique culturelle au Cameroun. C'est ce que nous disons. Voilà, ce qui n'est pas normal. Le ministère de la Communication et les autres... Vous êtes dans votre élément de journaliste. Vous savez de quoi je parle. Alors, on parle de tout ce qui concerne la presse. On parle de cette liberté de la presse. On parle aussi du syndicalisme. Le syndicaliste est là pour défendre les intérêts et davantage permettre à ce qu'on puisse respecter les canons du métier. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez évoqué la question d'un syndicat qui est faible et qui ne peut pas davantage défendre toutes ces valeurs dans la profession et davantage, ou encore moins, cette liberté de la presse. Pourquoi est-ce que notre syndicat, de votre point de vue, est faible? Pourtant, on a des journalistes assez fort sur le plan national et même international. Bah écoutez, il ne suffit pas d'être journaliste pour être un bon dirigeant d'un syndicat. Un syndicat en réalité porte une idéologie, porte une ligne de défense qui consiste en réalité à défendre les intérêts du travailleur, du syndiqué au sein de l'entreprise. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'en réalité, le dernier fait en date, en réalité, c'est une réponse qu'un parti politique à travers un syndicat passé au SDF à la suite de l'arrestation du Tiemani John Foudi. Quand vous lisez le communiqué, vous comprenez en réalité que ce ne sont pas des journalistes qui engagent une corporation, mais en réalité ce sont des militants derrière ce syndicat qui engagent donc justement le syndicat pour répondre. Mais en réalité c'était des règlements politiques qui se faisaient. Je crois que vous avez remarqué, ça a un peu fait jaser. Mais je vous parlais en réalité qu'il y a tout un travail de structuration qui doit être fait. Un syndicat, en réalité, ce n'est pas une organisation ex nihilo, c'est-à-dire ça doit avoir une ligne de défense, ça doit avoir un plan d'action, ça doit avoir des activités. Il ne suffit pas à chaque fois de s'arroger des victoires alors qu'on n'a pas travaillé à la base pour cela, pour se définir comme étant celui qui est vraiment avant-gardiste. Il ne suffit pas, par exemple, quand vous prenez la promotion du genre dans les médias, ça n'existe pas. Pourtant, au sein de ces syndicats, il y a toute une structure qui est chargée de la promotion du genre. Et vous connaissez tout ce que les femmes vivent actuellement dans les médias. Donc, c'est en réalité ce sérieux problème-là. Et même au niveau de la représentativité, un syndicat, c'est la structuration, c'est la présence des membres, c'est cette capacité. Et en réalité, le syndicat est appelé à aller rencontrer les patrons. Donc, il y a en réalité un sérieux problème de rapport de force. Mais ce syndicat, dans l'environnement médiatique au Cameroun, a déjà fait plier combien de patrons de presse? Ça n'existe pas. Vous vous souvenez un seul instant d'une grève, par exemple, qui a été accompagnée ou qui a été à l'initiative de ce syndicat? Ça n'existe presque pas. Pourtant, vous avez des confrères en face qui sont déjà presque à 4 mois d'aéré de salaire. Mais pour des raisons de copinage, l'affaire reste sous cap. Mais vous allez remarquer en réalité qu'il y aura un autre média qui ne plaît pas à ces syndicalistes, qui, au moindre retard, sera dénoncé sur Facebook et tout. Donc, il y a en réalité un sérieux problème de structuration, un sérieux problème de crédibilité et un sérieux problème d'être capable de porter les aspirations de toute une corporation. Parce qu'en réalité, les journalistes souffrent dans ce pays. Il n'existe pas de mutuelle de santé. Vous vous rappelez, ne serait-ce que ces 12 mois
Combien de journalistes sont morts par manque d'assistance? Or, ça devrait être l'une des priorités du syndicat, ne serait-ce que d'aller vers les entreprises, de se voir. Et une mutuelle, en réalité, se structure dans les entreprises, dans les autres syndicats. Ça existe. Vous avez des entreprises, par exemple, qui assurent leurs employés presque à 100%. C'est-à-dire que quand un journaliste est malade, il va vers une formation sanitaire qui est accréditée. Ben, écoutez, il n'a qu'à ramener l'ordonnance et puis il sera remboursé à 100%. Mais ça n'existe presque pas. Vous connaissez des journalistes qui, par exemple, font des années hospitalisés, il n'y a pas le moins de 5 francs pour acheter. Mais en réalité, on a un syndicat qui n'existe que de nom et qui, en réalité, a d'autres objectifs que accompagner ces différents employés. Donc, il y a en réalité ce sérieux problème. Et dans le paysage médiatique, ça n'existe pas. Vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 jours, il y a un syndicat, je crois que c'est le Sinaïm, quelque chose de ce genre, qui annonce la tenue d'un congrès. Mais en réalité, tel que vous avez perçu le ton de ces syndicats, vous avez l'impression que c'est un groupe de personnes qui viennent en guerre contre un autre syndicat en face et qui proclamait un patron de presse que je ne nommerai pas ici comme étant le meilleur patron de presse. Mais depuis quand est-ce qu'un syndicat défend le patron? Ça n'existe pas. Le syndicat est là pour défendre les employés et non les patrons. Les patrons ont leur syndicat, ils sont organisés. Mais vous avez dans ce syndicat où les patrons sont davantage pris comme des ennemis, comme des adversaires. C'est incroyable et ça fait froid au dos de savoir que dans un syndicat, on taxe les patrons comme étant des adversaires ou des ennemis. Ça ne peut pas être le cas. Les patrons doivent être considérés comme en réalité, comme des partenaires avec qui il faut assainir le domaine, avec qui il faut réfléchir aux conditions. Mais quand vous avez un patron que vous appelez adversaire ou ennemi, mais soyez-en sûr, le combat est d'office perdu. Un combat d'office perdu parce que l'administration joue le rôle des patrons, ne protège pas suffisamment les journalistes pour une presse équilibrée, libre, transparente, forte. Frédéric, on peut dire ce que l'on veut de l'administration et il faut d'ailleurs relever les limites de l'administration. C'est par là que rien n'est parfait. Il n'y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite. Dire que tout va bien de ce côté-là, l'administration elle-même relève qu'il y a des limites. Et il faut que les autres relèvent ces limites. Toutefois, je le disais tout à l'heure, un média est destiné à être une entreprise en temps normal pour pouvoir être fort, pour pouvoir faire développer, mener le pays vers le haut. Quand on sait quel est le rôle d'un journaliste, il faut qu'un média puisse arriver à se muer en entreprise. Et ça, je le disais encore tout à l'heure, ce n'est pas, c'est le rôle d'abord du porteur du projet, du promoteur du média, d'avoir une gouvernance managériale interne qui lui permette d'arriver au stade d'entreprise. Il n'y a pas un média parmi tous ces grands que l'on connaît dans le monde qui soit arrivé comme ça, tombé du ciel et puis comme CNN. Non, ils ont traversé des étapes. CBS, Fox News, TF1, France. Hein, il y avait un temps, Thierry et Paul, même Manuel, on le sait, il y avait un temps où c'est TF1 qui parlait fort en France. Et puis à un moment donné, Canal 2 parlait fort en France. France 2, que l'on appelle aujourd'hui, qui était à l'époque, Antenne 2, était derrière. France 3, n'en parlons pas, France 3 c'est les médias. Ce sont des médias de service public, n'oubliez pas. Oui. Qui bénéficient des subventions. TF1 était un média de service public. Jusqu'à un certain temps. Oui. Et TF1 après a été privatisé. France 2 maintenant a pris le relais. Parce que France 2 s'est restructuré et a revu sa gouvernance managériale en vue de la rentabilité, bien qu'étant un média de service public. Très souvent, on propose, on demande aux journalistes, on demande aux médias de ne plus se limiter à simplement faire, comme le disait Paul et Thierry tout à l'heure, aller dans les séminaires, aller dans les hôtels, tout simplement, mais de chercher l'information, de traiter de l'information, de faire quelque chose de profond. On évoquait les grands
Mais ce que vous semblez Écran, oublier, c'est que montage. les médias, généralement, sont accompagnés même par les pouvoirs publics. Prenez le Ils cas, doivent être par exemple, accompagnés. de TV5 Monde. Si vous pouvez imaginer, si vous donnez la quantité d'argent que les présidents africains investissent par an dans ce média-là, vous tomberez à la renverse. Pourquoi Certes, ne Thierry, le font-ils pas non, pour leur propre média? Thierry, je disais tout à l'heure, et vous étiez d'accord avec moi, sur le fait que le Cameroun n'a pas la même puissance que certains pays que nous évoquons. TV5, c'est France Média Monde, avec France 24 et RFI, Radio France Internationale. Non. Ça n'a pas toujours Ce qu'on ne dit pas toujours, été- toujours aux Africains, Et ça n'a pas c'est toujours que été les ça. chefs d'État africains y investissent énormément vrai, d'argent. mais c'est Et vrai. je crois que si vous avez écouté le directeur général de France, de TV5 Monde, de passage au Cameroun, il avait souligné cela. Cela a semblé ne pas paraître intéressant pour beaucoup. Mais C'est parce que, important. effectivement, mais pourtant c'est C'est intéressant. important, des c'est médias important, de c'est donc service public. important. Mais justement, C'est donc et même- important. en même Donc, titre que- c'est donc donc vous croyez que, important donc vous maintenant. croyez que les C'est donc autres médias important ne sont pas des médias au service du public? Il est important Ah, non, que c'est- l'État, c'est il est pas- c'est important pas la que même l'État, chose. il Non, est c'est un important petit que jeu de mots intéressant. non, il est C'était- important que l'État, il est c'était- important que l'État accompagne, mais il faut d'abord que les promoteurs eux-mêmes ils se regardent. La CRTV, l'État a 5 médias, l'État a 5 structures, notamment le ministère de la Communication. Il y a 5 structures qui sont sous sa responsabilité. La CRTV, l'Imprimerie nationale, Cameroun Public Expansion, Sopecam et les STIC. Ça, ce sont ses responsabilités. Maintenant, les autres vont après l'action syndicale. Mais une action syndicale qui aura été forte. Convaincre, à la limite, disons, renverser l'administration pour que celle-ci... Mais ils doivent faire... Nous ne mentons pas, nous ne mentons Je ne- pas. En Ils réalité, doivent faire leur c'est le preuve. plaidoyer que nous menons au quotidien, justement, pour que, par exemple, les publicités soient distribuées de manière équitable, à la limite de manière transparente, quand bien même il n'y aurait pas d'équitabilité là-dessus. Thierry, je vous pose une Et question. quand avant. on parle posez pas de d'équité, question. Thierry, je pose une question aux quand on parle d'équité promoteurs à que ce vous niveau, êtes. oui. Il y a combien de médias qui font l'effort que vous faites quand on sait quel est tout le... Merci à vous, messieurs. Vous venez Combien de de médias Je il faut refuse l'effort que vous faites. Alors, Manu Djemba, la fameuse querelle, je voulais l'éviter ce soir, des médias de service public et des médias privés revient. Ah, la Et dichotomie. elle revient, ce fameux gros dilemme. Pourquoi ça doit revenir? Pourtant, on éduque, on sensibilise. Ben, ça doit revenir tout simplement parce que, dans un premier temps, les seuls médias qui étaient crédibles dans ce pays, c'était les médias du service public. Et surtout, quand la télévision s'est mise à fonctionner et qu'elle demandait des moyens conséquents, on a institué un impôt ou une redevance audiovisuelle. Moi, quand je travaillais comme fonctionnaire, je payais dans les 60 000 francs chaque année de cette taxe-là. Donc, c'est beaucoup d'argent que les gens... Brasse. non, Mais- pas mais- brasse. Donnent à l'État pour faire marcher la CRTV. C'était ça à l'époque. Mais aujourd'hui, la CRTV n'étant plus une, et Thierry Niopé tout à l'heure, pour me chatouiller, avait dit, mais est-ce que les autres ne font pas œuvre publique? Ben, ils sont du service public aussi. C'est pour cela que normalement aujourd'hui, la redevance audiovisuelle devrait profiter, bénéficier à tous les médias, que ce soit d'État, que ce soit privé. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la redevance dont je parle là ne bénéficie pas à la CRTV, en fait. Elle entre dans la caisse unique de l'État et l'État donne une dotation générale de fonctionnement à la CRTV. Mais sur la base, Oui, non, mais sur ce qui a été dit. Mais il y a une caisse unique. L'État n'a qu'une seule caisse. oui, bien sûr. Et la redevance ayant été collectée entre dans cette caisse-là. Elle peut être peut-être de 60 milliards, tu n'en sais rien, moi non plus, peut-être de 80 milliards. Mais quand tu regardes le budget de fonctionnement de la CRTV, c'est peut-être 12 milliards ou je ne sais pas moi combien. Donc ça veut dire que quelque part, il y a de l'argent qui aurait pu être distribué à d'autres médias. Donc bénéficier à tout le monde. C'est possible. Mais tout à l'heure, quand tu parlais de l'action syndicale, l'action syndicale ne peut pas être menée par des syndicats qui sont
comment dire ça, chétifs, qui sont morts-nés, qui sont des avortons de structure. Pourquoi? Parce que quand vous avez 60 zozos qui font les malins, vous ne pouvez pas dire que c'est du syndicalisme. Absolument. Mais l'environnement est fait exprès, justement. Mais je l'ai déjà dit que ça... Mais le font exprès parce pour mieux diviser la presse. Bien entendu. Bon, maintenant, ce qu'il faut, c'est que les journalistes eux-mêmes prennent leur destin en main. Et en prenant leur destin en main, c'est-à-dire que s'ils font boule de neige, qu'ils font nombre, et à ce moment-là, ils peuvent peser sur les décisions qui peuvent être faites en leur faveur. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que, au lieu de commencer par la carte de presse, il faut d'abord se battre pour être des véritables salariés, être affiliés à la CNPS, et à ce moment-là, donc, on parlera fort. Mais autrement, on ne peut pas. Alors, on va parler fort. Les téléspectateurs à la maison nous écoutent et nous regardent. Monsieur Ambani Karim Ayaoundé nous dit: reste à savoir si tout ce que vous appelez radio-télévision fonctionne véritablement. C'est sa question. Un autre téléspectateur, bonsoir. Une entreprise de presse est une initiative personnelle de créer un moyen de gagner de l'argent. Pourquoi la subventionner? C'est M. Niem qui envoie ce SMS. Il faut répondre que même les entreprises commerciales sont subventionnées. Les entreprises se battent pour recevoir des subventions du ministère des Finances. Il y a même une dotation pour cela. Donc ce n'est pas un propre de la presse. Prenez simplement l'entreprise qui vient d'être inaugurée par le Premier ministre. Voilà. Elle a été subventionnée à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, ce qu'on ne dit pas au Camerounais. Alors, on prend d'autres SMS qui nous sont arrivés. Bonsoir à vous sur le plateau. Y a-t-il véritablement des journalistes sérieux dans notre pays? Ça dépend de ce qui met dans sérieux. Ça dépend de ce qui met dans sérieux. Le journaliste qui veut être sérieux l'est. Celui qui ne veut pas l'être aussi ne l'est pas, et bien entendu le public juge. D'accord. Alors nous les juges, heureusement. Bonsoir à vous, le panel sur le plateau. Pourquoi donc ce désordre observé dans les médias et notamment ces expressions, permettez-moi l'expression, vulgaire dans les médias? Mais tout cela est fait exprès. Chaque ministre, chaque lobby a ses journalistes, a sa presse pour servir des intérêts. Et c'est ce que nous dénonçons. Et c'est ce que j'ai par rapport à ce que Paul et Thierry disent. Attention, parce qu'il y a quelques années, la vulgarité, nous l'avions constaté dans la musique. Je ne suis pas sûr que c'est chaque ministre qui poussait. Non, pour le moment, on est dans la presse. Là, c'est autre chose. Non, on est dans. Parce que attention, je ne sais pas si c'était chaque ministre qui disait. C'est vraiment de l'extrapolation. Et je rappelle que Paul a bien précisé que, tel que l'on voit la presse, apparemment, c'est un peu comme ça dans tout le pays. Donc, est-ce que c'était les ministres aussi qui disaient allez-y, faites dans le sexe, faites dans ceci, faites dans cela? Bon, je crois que toutes les dispositions sont prises pour justement entraîner cette vulgarité-là. Parce que je l'ai souligné tout à l'heure, il suffit que vous soyez quelque peu traité de tout le nom d'oiseau, certainement avec des preuves, que le lendemain, si vous avez de quoi délier les cordons de la bourse, donner de quoi permettre à la création d'un journal. Vous l'avez dit, ça se passe dans une sous-préfecture, dans une préfecture, et c'est vite fait le récépissé là. L'argent aujourd'hui, ce n'est plus des centaines de millions qu'on dépense pour tirer un journal. Il suffit d'avoir sensiblement 250 000 francs CFA pour mettre un journal dehors. Donc, il est facile de retrouver du jour au lendemain des titres qui naissent au quotidien simplement parce qu'ils sont nés pour régler des comptes. Une fois les comptes réglés, que ces médias disparaissent. On va finir avec la question de savoir si dans le contexte de la liberté de la presse, qui peut être comprise d'une façon ou d'une autre, qui peut être un mythe ou alors une réalité dans notre pays, est-ce que dans ce contexte, on a des journalistes qui sont emprisonnés du fait de ce qu'ils ont écrit dans les journaux? Thierry Niopet. Je crois que c'est assez discutable quand même, parce que l'un des procès qui a suffisamment divisé la presse, et beaucoup n'ont pas été d'accord, je crois que j'ai fait même le plateau avec Paul Joël à ce niveau, quand on parlait de Joël, c'est un journaliste, c'est un cyberjournaliste, je crois Michel Bienton, on a été suffisamment divisé sur la question parce que
je trouvais que pour quelqu'un qui se dit journaliste, il dit que de pareils propos étaient assez graves. C'était assez grave et cela impactait nécessairement sur la profession. Parce que je continue à croire qu'un journaliste n'est pas au-delà, parce qu'on a l'habitude de présenter les journalistes comme des responsables, comme des tenanciers du quatrième pouvoir, mais un journaliste n'est pas un hors-la-loi au point de se permettre des écarts parfois de langage, des écarts de comportement, dire n'importe quoi, écrire n'importe quoi, parfois sans éléments de preuve. L'un des éléments qui fondent ce métier reste les faits. Quand on s'accroche sur les faits, je crois que quand on a raison, tout le monde sait qu'on a raison. Donc, il est arrivé effectivement que des journalistes soient quelque peu mis à mal dans l'exercice de leur métier, mais emprisonnés du fait de la pratique de leur métier. Je crois de plus en plus que c'est assez rare. Il y a, on parle souvent de procès de droit commun, mais on est des faits de journalistes, des délits de presse, je crois, des condamnations par voie de presse, je crois que de plus en plus sont assez rares au Cameroun, mais il y a, vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir volé 1 milliard alors que je n'ai pas volé 1 milliard. Si j'ai de quoi vous mettre en prison, je vous mettrai en prison. Parce que même quand vous vous trompez, il est possible de reconnaître de bonne foi avec... moi, je peux le faire avec travers un droit de réponse, mais quand vous le faites le publier, quand on va au procès, il est clair que si on peut vous condamner, vous serez condamné. Alors, Paul Joël, il y a eu des procès hein, qui ont fait cas. Le procès du journaliste de RFI et de nos confrères, hein, Baba Ouame et les deux autres, qui ont été mis en mal à raison des informations qu'ils détenaient, alors que le Cameroun est en situation de guerre contre la secte islamiste terroriste Boko Haram. Il leur était reproché d'avoir confisqué une information qui aurait pu être utile pour le bien-être des populations. Pourtant, il fallait bien donner l'information. Est-ce que dans ce contexte-là, on doit pouvoir les condamner ou alors ils ont voulu simplement faire du populisme, du sensationnel ou alors du scoop? Parce que c'est aussi ça, le journalisme. Non, mais écoutez, la charte de Munich est claire. Le journaliste n'est pas un agent de renseignement. Du tout. Et encore que même, il n'y a aucune preuve qu'ils ont publié cette information. On parle là d'une information qu'ils détenaient. Ça veut dire que cette information était soit en cours de recoupement, soit ils croisaient des sources, mais toujours est-il que d'un point de vue du traitement éditorial, cette information n'avait pas été publiée, cette information n'avait pas été passée par des tiers. Il se trouve simplement que des agents de renseignement dans leur travail ont dû constater cela et pour cela. Mais en réalité, il ne revient pas. Et là, ce débat, il me souvient, divisait encore la presse. Est-ce que le journaliste est un citoyen à part? C'est-à-dire quand il tombe sur une information, est-ce que le fait qu'il la livre à une autorité fait en sorte que c'est le citoyen qui livre ou si c'est le journaliste? Seulement qu'on oublie qu'en amont, il a obtenu cette information parce qu'il est journaliste. Ça, c'est ce qu'on nous oublie. Je ne crois pas qu'un citoyen lambda, peut-être un vendeur d'eau glacée, je dis n'importe quoi en Kouloulou, aurait pu tomber sur ce type d'information. Non, ce n'est pas possible. C'est tombé entre les mains expertes et cette information n'a pas été utilisée, contrairement à ce que la justice camerounaise a voulu nous faire croire. La preuve, c'est qu'en réalité, ils ne sont plus poursuivis parce que les faits n'ont réellement pas été établis, qu'ils voulaient nuire à la sûreté de l'État, ainsi de suite. Donc, de mon point de vue, ça pose le sérieux problème des connaissances des textes par les juges. Vous savez, un juge n'est pas un omniscient, il ne connaît pas tout. Mais en réalité, c'est que vous avez un juge qui a son code, parce qu'on le dit clairement, il juge sur la base de la loi et de sa conscience. Mais en réalité, il faut aussi connaître les textes qui régissent. C'est comme par exemple un juge qui traite des questions de propriété intellectuelle. S'il n'est pas par exemple spécialisé sur les délits en matière de propriété intellectuelle, vous êtes d'accord avec moi qu'il va se planter. Tout comme un juge n'est pas un journaliste pour connaître les questions de déontologie. C'est pour ça qu'il y a toujours, pour les juridictions les plus évoluées dans le monde, des experts toujours à côté pour accompagner ces juridictions dans une expertise qui peut être transversale. D'accord. Donc le Cameroun fait office de bon élève pour ce qui est de la liberté de la presse, puisqu'on n'a pas de journalistes en prison à raison de ce qu'ils ont écrit, de publier. Non, bon, non, mal, il y en a. Mais c'est pas là le problème. Je voulais aller dans le prolongement de ce qu'il venait de dire.
En fait, la demande a été faite par les journalistes camerounais, à savoir qu'ils soient jugés par une chambre à part, une chambre judiciaire à part qui est spécialisée dans les délits de presse. Et à ce moment-là, vous serez jugé conformément à vos écrits par quelqu'un qui connaît le poids de ce que vous avez fait ou que vous avez commis comme faute. Ça existe dans tous les grands pays. Un délit de presse ne peut pas être jugé comme un délit normal de la rue. Or, ici au Cameroun, le juge n'est pas forcément un spécialiste des délits de presse et à la limite même, quand tu l'entraînes vers dans ce couloir, lui, il répond plutôt par un délit de droit commun. Bon, du coup, on ne peut plus parler de délit de presse, on parle tout simplement d'une condamnation d'un individu lambda. Et ça pose énormément de problèmes. La demande a été faite. Les Camerounais, les journalistes camerounais demandaient que cette chambre-là puisse exister et elle aurait assaini le métier elle aussi. Ouais. Parce que la condamnation peut faire en sorte que la carte de presse te soit retirée, à la limite pour sanction, hein, une petite sanction comme ça, et elle peut être située après peut-être 6 mois ou 1 an, et jusqu'à la révocation, même plutôt l'éradication dans le corps du métier. Donc c'est des choses qui auraient pu être faites, mais ce qui m'étonne, c'est que quand on veut aller vers l'assainissement, c'est les pouvoirs publics qui ne veulent pas que ça bouge. D'ailleurs, je crois que nous tous, nous le savons, chaque fois qu'il est question dans notre pays qu'on éclaircisse quelque chose, par exemple la décentralisation, nous verrons qu'il y a quelque chose de faux qui nous empêche d'avancer. Voilà. Alors, on va clôturer avec vous, Franck-Henri. Aujourd'hui, on doit pouvoir espérer, ou alors on doit se dire que finalement le Cameroun est plutôt bien loti pour ce qui est de la liberté de la presse et qu'on a encore du chemin à faire et donc finalement d'être un bon élève sur ce domaine-là. C'est exact, on a encore du chemin à faire. Il faut être optimiste. D'abord, il y a un principe dans la vie, vous savez, lorsque vous êtes en bas, vous n'avez pas d'autre choix. Ensuite, nous avons vu qu'il y a des évolutions. Beaucoup sont à compléter, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout n'est pas parfait, mais il y a des évolutions. Et il faut que les uns et les autres continuent de revendiquer, continuent de combattre. On parlait du syndicalisme tout à l'heure. Je ne suis pas syndicaliste, mais il faut un syndicalisme fort. Ça va beaucoup aider à pouvoir faire avancer la presse. Il faut l'accompagnement des médias pour que ceci puisse être érigé en entreprise de presse. Si on a une industrie de la presse, vous pouvez être sûr qu'à ce moment-là, l'émergence, elle est tout à côté. Et je termine en rebondissant sur ce que Manu a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, quand j'évoquais le Conseil national de la communication, je parlais d'autorégulation. C'est quand le Conseil national de la communication a commencé à taper que beaucoup de journalistes ont reconnu les catastrophes menées par leur propre père. Et à ce moment, ils ont signalé que non, il y a une autre façon avec laquelle on pouvait gérer cette affaire. Et je disais tout à l'heure que là, c'est là, dans l'absolu, je ne dis pas que forcément c'est ce qui se serait passé, mais dans l'absolu, si aussi, au moment où tout le public, parce que le public a été le premier à dire qu'à un moment donné, ça n'allait pas avec certains journalistes, il ne faut pas globaliser tout le monde. Voilà. Si l'autorégulation était arrivée plus tôt, peut-être qu'on en serait à cette chambre, et peut-être que le rôle du Conseil national de la communication aurait davantage été partagé avec la corporation. Donc maintenant, il ne faut pas oublier, la nature a horreur du vide. C'est maintenant un autre combat pour les journalistes d'aller chercher leur autorégulation et il faudrait qu'ils la méritent. À vous de vous battre.
Les journalistes doivent se battre, mais les journalistes doivent rester libres dans le respect de la déontologie et de l'éthique de la corporation. Nous parlions de journalisme ce soir et notamment de la liberté de la presse, mythe ou réalité au Cameroun, le pays de Paul Biya. Bien évidemment, on a fait le tour de la question, même si on n'a pas tout évoqué ce soir, on a tout de même fait le maximum pour rester dans les cordes des journalistes ce soir. On a refait le monde du journalisme ce soir sur la télévision du Monde et sur Tout au clair. Mesdames, Messieurs, merci à vous tous qui nous avez suivis encore ce soir, très tard. Malgré le décalage horaire, nous vous reviendrons demain 21h avec une nouvelle thématique, de nouveaux invités. Bonsoir.